Donc, on a vu qu'il existait un plan français en 1870, et maintenant il faut revenir sur l'application, ou plutôt la non-application de celui-ci, et voir quelle a été, tout d'abord, la guerre de l'armée impériale. Bon, on va être assez bref, puisque vous le savez, d'ailleurs une station du métro de Paris est là pour nous le rappeler. Le 4 septembre 70, donc 4 septembre sur la ligne 3, pour ceux qui connaissent, et bien le 4 septembre 70, c'est la fin du Second Empire. Donc, la guerre de l'armée impériale est assez rapide. Tout d'abord, la France ne peut pas franchir le Rhin, puisque les contraintes techniques sont trop importantes à l'époque pour faire franchir une armée un fleuve comme ça qui est très large au courant plutôt rapide. C'est donc pas possible. De plus, ça je l'ai dit, vous pouvez revenir sur les vidéos en question aussi, il n'est pas possible de passer par le Luxembourg, puisque celui-ci, qui devait être acheté par la France, n'est pas français, puisque Bismarck a empêché Napoléon III de le faire. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste une attaque depuis Metz. Mais en fait de cela, puisqu'on a vu que l'armée française avait fait sa concentration et sa mobilisation en même temps, et qu'il en était résulté une énorme pagaille, eh bien, du fait de tous ces problèmes, seule une offensive timide est lancée sur la Sarre. Donc la Sarre, c'est une région frontalière, et c'est un parallèle très intéressant avec 1940, puisqu'en 1940, la France non plus n'a pas attaqué de manière massive alors que les Allemands étaient engagés en Pologne, mais a aussi lancé une offensive timide sur la Sarre. Et on le verra dans la suite de cette vidéo, ce n'est pas le seul parallèle qu'on peut faire avec 1940. Puisque, on reviendra aussi là-dessus, l'histoire a des constantes qui se répètent de manière plus ou moins importante. Donc les Français n'exploitent pas leur succès, puisqu'il y a un succès timide initial, mais il y a un succès quand même, et se retirent. Ils laissent donc le temps à l'ennemi de parfaire son organisation. Donc c'est très grave, ça veut dire que vous laissez à l'ennemi l'initiative stratégique et que vous êtes donc condamné à réagir à ses actions plutôt qu'à lancer vous-même vos propres actions et forcer l'ennemi à réagir à ceci. Donc c'est se mettre en position de faiblesse d'entrée de jeu, et pour le moral c'est très grave, et pas que pour le moral, on va le voir. Donc les forces ennemies se regroupent et attaquent vivement avec deux puissantes armées. Il s'ensuit une série de défaites bien connues qu'on appelle la bataille des frontières. Donc le détail tactique importe peu dans une synthèse comme celle que je fais. Vous pouvez vous renvoyer à la liste des livres que j'ai mis en description pour avoir une vision plus précise. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette bataille des frontières est perdue par la France. Bon, je vais quand même rappeler qu'il y a eu des sacrifices héroïques, comme la fameuse charge des cuirassiers de Reichshoffen. Mais bon, cette charge frontale et héroïque est certes magnifique peut-être à voir et à évoquer, mais elle n'inverse pas la tendance. Donc MacMahon évacue l'Alsace, alors que le maréchal Bazaine se laisse enfermer dans Metz avec le gros des troupes impériales. L'empereur est présent aux armées, puisqu'il pense qu'un Bonaparte doit l'être. Il avait déjà d'ailleurs été présent en Italie. Mais la maladie de la pierre, une maladie terrible qui va le tuer, le ronge depuis des années. Donc quand il est mort, l'autopsie a montré qu'il avait un caillot gros comme un œuf de pigeon dans sa vessie. Donc vous voyez qu'on peut comprendre qu'il avait mal, le pauvre homme. Et tenir à cheval comme il a fait a constitué un tour de force. Bon, tour de force qui ne sert tout de même à rien, puisqu'il est plus un poids qu'une aide, à la fois par son infirmité et par le fait qu'au plan militaire, il faut bien le dire, il n'est pas son oncle. Pourtant, il propose une chose qui est intelligente, c'est retirer le maximum de troupes du guêpier pour les concentrer sur Paris, et depuis Paris, on se regroupera et on fera face. Mais c'était sans compter sans l'impératrice Eugénie. L'impératrice est régente. Ça, Napoléon III l'avait déjà fait quand il avait été en Italie. Il avait donné la régence à sa femme. Et celle-ci est à Paris avec les ministres. Toutefois, elle a beau être quelqu'un d'éclairé, c'est une très belle femme. Par exemple, elle a beaucoup aidé à la diffusion de l'éducation pour les jeunes filles. Ses nièces sont allées à la Sorbonne, c'était la première fois qu'on voyait ça, donc ce n'est pas rien. Elle a eu des apports qui étaient quand même très intéressants pour la société française.
Mais elle ne possède pas le sens politique, je ne sais pas, de Marie de Médicis par exemple, ou d'Anne d'Autriche. C'est-à-dire qu'elle refuse catégoriquement cette idée, arguant du fait qu'elle serait catastrophique pour l'image de l'empereur que de reculer dans la défaite. Et son entourage la soutient, donc vous voyez, elle n'est pas la seule. Donc le plan de Napoléon III, qui n'était pas si bête, n'est pas appliqué. L'entourage de l'impératrice et celle-ci demandent plutôt à l'armée de MacMahon, qui est réfugiée au camp de Châlons, donc vous verrez sur une carte, Châlons c'était un camp qui a été édifié sous le Second Empire où l'on faisait les grandes manœuvres. Et vers la fin de l'Empire, de très belles photos ont été faites de ces manœuvres, et il a été plus ou moins détruit, même complètement détruit au fur et à mesure du temps. Et le dernier bâtiment, elle était très récemment, c'était le pavillon de l'impératrice. Donc Henri Ortolan revient sur cette histoire dans sa synthèse sur l'armée du Second Empire. Et c'est une destruction de patrimoine pur et simple. Mais ça dépasse le cadre de cette vidéo. Donc l'armée du camp de Châlons, toute la fraction parisienne demande qu'elle marche à nouveau en avant pour donner la main à Bazaine, qui est dans Metz, et qui lui ferait une sortie pour rejoindre l'armée de MacMahon. C'est pas non plus si bête que ça. Mais les Prussiens, c'était sans compter sur eux, car ils étaient bien organisés, et ils devancent le plan, et finalement MacMahon est enfermé à Sedan avec l'empereur. Et vous imaginez la suite des événements. Et là, il y a une chose qui est très importante à noter, c'est que cette manœuvre, qui se basait pourtant sur un succès de Napoléon Ier, un succès similaire de Napoléon Ier en 1814, sur une manœuvre qui avait réussi, eh bien, ce plan qui devait rester secret a été dévoilé par toute la presse, parce qu'elle était bien plus libre qu'au début du régime, comme Napoléon III l'avait promis, et donc les Allemands n'ont eu qu'à lire les journaux français pour savoir quel allait être le plan d'attaque de leurs ennemis, et ils l'ont donc devancé et enfermé MacMahon et l'empereur dans Sedan. Je le répète, au risque de paraître insistant, au moment où Napoléon III aurait eu besoin de l'empire autoritaire de ses débuts, la libéralisation du régime l'avait empêché d'imposer ses décisions comme avant. Et ça, c'est une chose sur laquelle on peut discuter longtemps, puisque c'est très intéressant. Donc, on voit que la situation est catastrophique. Vous avez encore des épisodes de courage suicidaire. Par exemple, les chasseurs d'Afrique. Donc les chasseurs d'Afrique, c'est une unité de cavalerie qui opère sur le terrain nord-africain, puisque beaucoup de troupes ont été rapatriées d'Algérie. Et par exemple, Alphonse Daudet a écrit une nouvelle dans les Contes du Lundi qui s'appelle Le Turco de la Commune. Et les Turcos sont des fantassins algériens. Donc ça veut dire qu'ils ont été ramenés en France se battre. Et donc les chasseurs d'Afrique font une charge magnifique, une charge suicidaire, tellement belle que le roi de Prusse, en les voyant se battre, aurait dit, en français dans le texte, puisqu'à l'époque toutes les élites parlent français, ah les braves gens. C'est tout de même magnifique. Les marsouins, donc les marsouins, c'est l'infanterie de marine, j'ai déjà pu le dire, eux aussi combattent sur le sol national, ils forment une division de marche. De marche, ça veut dire qu'elle est rassemblée pour le temps d'une campagne avec diverses unités, et qu'on appelle la division bleue, du fait de leur uniforme qui est bleu. Par exemple, eux, ce sont les seuls, pratiquement, à ne pas avoir le fameux pantalon Garance, modèle 1867 à l'époque, pour être très précis, mais un pantalon bleu. Donc ils chargent à Bazeille, dans l'Est, ils se battent très bien, c'est la fameuse maison des dernières cartouches, vous pouvez voir le tableau qui est illustré dans la vidéo, et ils se battent, comme le nom l'indique, jusqu'à la dernière cartouche, et reçoivent les éloges de leurs ennemis. Donc malgré tout cela, il est impossible de l'emporter parce que la situation est trop catastrophique. L'armée impériale a été irrémédiablement vaincue. Et pourtant, en voyant passer devant lui les soldats de la garde impériale française, le roi Guillaume a déclaré « On pouvait tout demander à des hommes comme cela ». Donc il y a un certain respect de la part de l'ennemi, qui savait la valeur des troupes françaises, mais dont on a vu qu'elles étaient handicapées par un commandement qui n'était pas à la hauteur, un matériel qui pouvait être lui non plus, qui pouvait être trop ancien comme l'artillerie, et donc Guillaume n'avait pas tort.
J'ai expliqué longuement avant ce qu'il en était. Donc Napoléon III rend son épée. Toutefois, il précise qu'il rend celle de l'empereur, c'est l'Empire qui cesse le combat, mais ce n'est pas la France. Donc il rend son épée et abdique. Le 4 septembre, la République est proclamée. Un dernier sacrifice très intéressant et qui a été passé sous silence depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est le suivant. Bismarck a proposé à Napoléon III de lui rendre son trône par les armes. Je fais une petite pause parce que c'est quand même quelque chose qui est fort, qui n'est pas anodin. Et Napoléon III a refusé. Un sacrifice dont on ne parle plus aujourd'hui, tant la figure de Napoléon III, vous savez, est détestée depuis 1870. Après, à tort ou à raison, ce n'est pas à moi de juger, mais j'espère vous avoir donné des nouveaux éléments d'interprétation de cette guerre terrifiante pour comprendre un peu mieux que les torts étaient partagés. Donc, le 2 septembre 1870, Sedan est longtemps resté une grande fête en Allemagne, puisque c'était une très belle victoire. On ne peut pas dire le contraire. Il y a même une marche de Sedan, une Sedan marche, que vous pouvez trouver sur YouTube, je mettrai le lien dans la description, qui a été faite à cette occasion. Donc c'était longtemps une fête nationale, une grande fête, et certains nostalgiques un peu douteux aujourd'hui réclament son retour. Les républicains, pour finir, dont on a vu l'influence néfaste sur l'armée auparavant, reprennent la lutte. Non sans courage insensé et ardeur épique, on va le voir, mais là aussi il faut, j'avais dit qu'on reparlerait de 1940, il faut noter une nouvelle passerelle, entre guillemets, c'est la suivante. Le sort de la Troisième République s'est aussi joué en grande partie à Sedan en 1940, pour des raisons somme toute assez proches de 1870. C'est-à-dire que l'histoire se répète toujours en partie, et qu'il ne faut donc pas négliger sa connaissance, car cela permet d'éviter certaines erreurs qui sont répétées à l'infini. Donc l'histoire ne se répète pas tout à fait de la même façon, puisque les choses évoluent, c'est impossible. Mais on retrouve de grandes tendances, de grands cycles qui réapparaissent et qu'il serait possible d'éviter si ce sont des erreurs, en tout simplement se souvenant du passé. C'est ce que Marx disait, Karl Marx, je cite, disait « L'histoire ne se répète pas, elle bafouille ». C'est sur ces paroles que je vous laisse, et la prochaine fois on verra la guerre de la République, qui, vous le savez, s'est terminée ensuite par un nouvel épisode d'horreur, qui est celui de la Commune.